Nous combattons l'oligarchie, la coalition de la bande du Fouquet, comme disent les communistes, et du club Le Siècle. Pousse du balai, dehors! M6 m'avait commandé un documentaire que je leur ai présenté comme un documentaire animalier sur les élites françaises. C'est-à-dire ces gens-là, ils vivent tellement dans des lieux précis, ils ont des migrations très précises, ils se reproduisent entre eux, tout ça, donc on peut les filmer comme on filme Société de fourmis, d'antilopes. Enfin, M6, ça les faisait rire au début, mais après plus trop. Et ils ont interrompu le tournage, donc il n'a jamais été fini ce film. Mais à ce moment-là, je m'étais intéressé à ces lieux de reproduction des élites, à ces lieux où ils se retrouvent à cet entre-soi. Et le dîner du siècle en faisait partie. Donc, j'étais filmé un jour l'entrée du dîner du siècle. D'ailleurs, on m'avait envoyé 2 policiers pour me demander ce que je foutais là. Et là, quand on a fait le film Fin de concession et qu'on s'est intéressé à David Pujadas, on s'est aperçu qu'il faisait partie de ce dîner du siècle lui aussi. Donc, d'où le lien ensuite. Et la raison pour laquelle on est retourné. Donc le Club Le Siècle, c'est une centrale de pouvoir qui existe depuis à peu près 70 ans. Au début, ce qui était sans doute un modeste club avec des gens plus ou moins brillants mais qui avaient relativement peu d'influence, est devenu le centre du pouvoir en France, qui contrôle environ 90% du PIB français, qui contrôle la quasi-totalité de la classe politique, qui contrôle la quasi-totalité des médias, des entreprises du CAC 40, de la finance. Ça fait 60 ans, en gros, qu'ils ont, au début le tiers, aujourd'hui les 2 tiers de chaque gouvernement, qu'il soit de droite ou de gauche. Je dirais la super élite qui est à la tête du siècle, c'est les financiers aujourd'hui. Avant, c'était les industriels. On ne demande pas à rentrer au siècle, on est coopté. Et on commence à coopter au conseil d'administration un certain nombre de gens qui, en fonction de leur capacité, vont un peu monter dans le conseil d'administration et qui va donner des postes, trésoriers, etc. Le conseil d'administration se réunit et on demande également aux membres confirmés de temps en temps, proposer un candidat. Donc ce candidat doit être parrainé par un membre du cercle et doit être parrainé par un membre du conseil d'administration. Le conseil d'administration regroupe 10-12 personnes. Alors ensuite, on vous fait remplir un curriculum vitae extrêmement détaillé. Et puis, au conseil d'administration, où on vote, comme dans la franc-maçonnerie, par un système qui est assez particulier, qui est un système de boules noires et de boules blanches. Une boule noire vaut 2 boules blanches. Donc, c'est très simple. Si vous avez 3 boules noires, vous ne rentrez pas. Il ne faut pas avoir d'ennemis au conseil d'administration. Alors après, il y a un second niveau. Vous êtes intégré comme membre invité. Donc, vous avez rempli votre curriculum vitae, vous avez eu des entretiens, vous avez eu un vote positif du conseil d'administration. Et on est invité parce qu'on va être testé. Et on va être testé pendant au moins 1 an. Parfois 2. Et au bout d'1 an, si vous voulez, vous participez au dîner. C'est des dîners, c'est des tables de 7 personnes, et vous avez un président de table. Chaque fois qu'un membre invité participe à un dîner, il fait l'objet d'un rapport écrit du président de table. Au bout d'1 an ou de 2 ans, vous devenez membre à part entière, ou vous êtes expulsé. Vous pouvez ne plus être membre à partir du moment où vous perdez votre emploi. Voilà. On vous indique par ailleurs que vous n'êtes plus membre à partir du moment où vous partez à la retraite. En revanche, vous avez des gens qui ont plus de 80 ans qui sont toujours au siècle. Tout simplement parce qu'en fait, ils occupent des fonctions extrêmement importantes comme administrateurs de société.
il y a les statuts et la manière de les appliquer. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Voilà. Vous avez Nicolas Sarkozy. Donc Nicolas Sarkozy rentre en 90 et il est là jusqu'en 2007. Il n'a pas démissionné, c'est parce qu'il est devenu président de la République. Donc là, il s'est mis un peu en retrait. Mais de 90 à 2007, il est dans les invités. C'est-à-dire que quand même, il fait 17 ans comme invité. C'est plus un invité. Il est membre, mais il n'apparaît pas dans les membres. Voilà. Mais il est dans l'annuaire. Voilà. Alors, est-ce qu'on se pose... Ce qui est amusant, c'est de voir qu'il va devenir président de la République et que, y compris en 2007, il ne le considère pas assez fiable pour être membre. Quand on réunit hommes politiques de droite, hommes politiques de gauche, syndicalistes, journalistes, éditeurs, patrons de télévision, c'est un réseau incestueux qui ne correspond plus à la réalité des choses. Ces gens qui ont toujours été dans le secret, qui ont fait leurs petites affaires entre eux, qui se réunissent dans un endroit prestigieux, qui était un des endroits les plus prestigieux de la royauté, il ne faut jamais oublier ça, qui sont conduits avec chauffeur, qui sont à côté du Crillon, qui bénéficient de protection policière. Vous avez Jean-Christophe Le Duigou, le patron des revendications catégorielles et salariales, c'est-à-dire le patron des revendications CGT, l'homme qui lance les grèves, qui dîne tous les mois avec les grands patrons du CAC 40. Bon, moi j'appelle ça de la trahison de classe. Nicole Notat, secrétaire générale de la CFDT. Donc, c'est une femme qui a déjà pactisé avec le patronat, puisqu'elle avait accepté la réforme des retraites de 95 avec Juppé. Elle quitte la direction de la CFDT, elle devient zéro. Elle est propulsée là, alors qu'elle ne sait même pas comment fonctionne le siècle, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas partie des dirigeants importants du siècle. On la met, c'est une présidence potiche. Mais à partir de ce moment-là, on peut dire, mais non, mais on n'est pas de droite. D'ailleurs, on est tous de gauche. Ils font semblant de s'opposer, et après, ils sont amis. Bon, là, ils sont amis dedans, et après, ils prétendent s'opposer. Voilà. Mais les vraies décisions, elles sont prises à l'intérieur. Il y a un consensus général, parce que ces gens-là ont du pouvoir, veulent toujours plus de pouvoir, et veulent le conserver. Tout ce qui s'y dit est secret, les membres sont tenus à la confidentialité. Vous avez eu pratiquement tous les patrons de TF1, France 2, France 3, Arte, et des grandes chaînes privées de télévision. Les patrons de tous les grands journaux français, patrons ou directeurs, donc vous avez un des héritiers Rothschild, vous avez les Dassault, ou les directeurs de rédaction. Israël Lévix qui dirige Le Monde, le patron des Échos. Pendant longtemps, il y avait Serge July qui était le patron de Libération, et Nicolas Demorand. Et puis vous avez les présentateurs de télévision. Il y a Emmanuel Chin, Michel Phil, vous avez David Pujadas, vous avez Patrick Poivre d'Arvor, vous avez toutes sortes de gens comme ça. Il n'y en a quand même pas beaucoup. Mais ils sont là parce que c'est eux qui dirigent le 20h. Patrick de Carolis, président de France l'ancien président de France Télévisions. Marie-Claire Carrerger, vous savez pas qui c'est, mais c'est l'ancienne secrétaire générale adjointe de la présidence de la République. Et je crois que maintenant elle est rentrée au Conseil constitutionnel. Vous avez Gilles Carrez, c'est le rapporteur général de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Alors après, vous avez, c'est les rigolos. C'est les gars qui sont là, mais je vous ai expliqué pourquoi. Vous avez Jean-Claude Casadesus, c'est le directeur fondateur de l'Orchestre National de Lille, chef d'orchestre, qui est connu quand même internationalement, etc. Pourquoi est-ce qu'on les prend, ces gens-là? Vous avez toujours des gens qu'on prend pour les fonctions qu'ils occupent. Il y a le patron de l'Opéra de Paris, etc. Parce que les gens qui sont membres du siècle, ils veulent être bien placés quand ils sortent. Et on ne refuse pas à un autre membre du siècle d'être bien placé. Donc d'être au premier rang à la première de la représentation. Ils vont être très bien placés. Et ça, c'est des choses que ça coûte pas cher, donc on les prend. En plus, les gens sont pas des Arabes et ils sont charmés. En plus, comme ils ont besoin de subventions, c'est un peu du donnant-donnant. Alors, après, vous avez Jean-Claude Casanova, c'est le directeur cofondateur de la revue Commentaire, qui est une des revues intellectuelles principales en France. Évidemment, je vous passe tous les détails, il y en a beaucoup. Vous avez Jean Castex. Alors vous voyez, j'ai ouvert la page au hasard. Jean Castex, conseiller maître à la Cour des comptes, maire de Prades, conseiller régional UMP du Languedoc-Roussillon. Vous dites, c'est pas terrible, il y a 500 membres. Ça vous dit rien, Jean Castex? On est tombé sur la page au hasard. C'est lui qui viendrait placer Raymond Soubi comme conseiller social de Nicolas Sarkozy. Voilà. Moi, je prétends que c'est pas un complot.
Alors oui, comme il vient là, les membres du gouvernement et les gens de la présidence de la République qui sont là l'ont repéré, ont parlé avec lui, vu qu'il tenait la route, et ils l'ont pris. L'exemple type, c'est Rachida Dati. Elle rentre quand elle est même pas membre, elle a un seul titre, elle est ancien membre du cabinet de Nicolas Sarkozy, quand il est ministre de l'Intérieur. Et elle rentre au siècle. Elle rentre au siècle, parce que elle, c'est une beurette. Ils veulent toujours être en adéquation. Il faut avoir le petit panel représentatif. Et il serait horrifié. Jean-Luc Mélenchon, il va être horrifié de ce que je dis. Vous avez Fadela Amara. Me dites pas que Fadela Amara, elle est quelque chose d'intéressant. Mais elle est présentable, elle a un titre, et il leur faut absolument des gens comme ça pour qu'ils soient pas accusés de représenter les 200 familles. C'est les idiots utiles, et en même temps ça leur sert énormément, parce que quand maintenant qu'elle a quitté le gouvernement, qu'est-ce qu'elle va faire, Fadela Amara, pour avoir du boulot? Elle va aller dîner au siècle. Voilà, et il n'y a pas de théorie du complot, tout ça. Hormis qu'on cache bien et qu'on joue, on va dire par la bande, comme au billard, on essaye de pas se montrer trop au grand jour. Il n'y a pas de complot là-dedans. Les gens finalement se rencontrent à Place de la Concorde, à l'Automobile Club de France, au vu et au su de tout le monde finalement. C'est une super centrale de pouvoir. Alors, et ce qui est extraordinaire, c'est la manière dont ils détectent les gens. Vous avez plusieurs types de personnes qui y rentrent. Tout le monde se bat pour y rentrer. C'était ma question. Il faut être coopté. Il y a du monde en attente? Énorme. Il y a des gens qui sont acceptés depuis plusieurs années. Il n'y a pas assez de place. Donc ils ne sont pas encore invités au dîner. L'Humanité a publié un article important, parlant pour la première fois du siècle, alors qu'ils en connaissaient l'existence, expliquant que la rupture de l'union de la gauche était faite à ce dîner, à la suite d'une rencontre réalisé au siècle par un envoyé de Valéry Giscard d'Estaing, qui était un de ses proches collaborateurs à l'Élysée, et Robert Fabre, qui quelques semaines plus tard se retrouvait médiateur de la République. Et donc le piège avait fonctionné. C'est le premier article important qui soit paru. Et puis par la suite, il paraissait 3 ou 4 articles par an, tous identiques, je les ai tous, où on disait que c'était le premier club d'influence français, qui avait des personnalités brillantes qu'on citait, qui se réunissaient une fois par mois à l'Automobile Club, et puis c'était tout, quoi. Parce qu'ils n'avaient rien à dire. Et de toute façon, s'ils avaient fait un article profond, ça ne serait pas paru. Bon, il ne faut pas se tromper. Aujourd'hui, vous connaissez, vous, le dîner du siècle, parce que moi, j'ai fait ce boulot-là, et parce qu'il a été médiatisé en grande partie à cause de ce film. Donc, vous voyez que le dîner du siècle n'est pas quand même quelque chose de très connu. C'est pas quelque chose qui s'affiche. Les gens du dîner du siècle font pas de publicité pour le dîner du siècle. C'est pour ça que le seul endroit où on en parle, c'est sur Internet. Parce qu'Internet, c'est un espace de liberté. C'est là où il y a tous les gens, je sais pas, un peu conscients, qui se disent, tiens, je vais aller faire un tour au siècle, il faut un petit film, qu'ils le mettent sur Internet et tout. Moi, je trouve ça très bien, quoi. Toute personne qui a passé un minimum de temps sur Internet, à aller sur des sites d'information alternatives, connaît l'existence de Bilderberg au niveau mondial, du CFR. Les cercles de pouvoir qu'on pourrait dire supérieurs, mais je dirais différents, qui sont le groupe de Bilderberg, la commission trilatérale, et un autre, mais qui est annexe, qui est différent, qui est le Forum économique mondial de Davos. Mais vous avez par exemple Marc Ladreit de la Charrière, un milliardaire français très peu connu, mais qui possède, il a possédé Valeurs Actuelles, il possède toujours la revue des Deux Mondes, mais il possède surtout l'agence de notation Fitch, qui n'est 3 agences de notation mondiale. C'est eux qui disent la Grèce passe de AA+, à BB-. C'est le président de la section française du groupe de Bilderberg. Et la quasi-totalité des membres de la commission trilatérale, donc qui réunit des élites trilatérales, 3 continents, les États-Unis, un peu l'Amérique latine maintenant, l'Europe et l'Asie. Voilà. Donc la plupart, la quasi-totalité, pas tous, mais la quasi-totalité des membres de la commission trilatérale sont en même temps membres du Club Le Siècle. Vous avez des journaux télévisés aujourd'hui qui sont les mêmes, donc ils s'adressent, si on cumule les audiences à 15 millions de personnes ou 16 millions de personnes tous les soirs, il n'y a rien d'alternatif à cela.
pour l'instant, il n'y a pas c'est l'histoire d'argent. C'est-à-dire que si on veut faire un boulot de qualité, il faut s'y consacrer longtemps, il faut avoir des moyens d'investigation, et pour l'instant, cette économie-là n'existe pas sur Internet. Lorsque des révoltes éclatent dans ces quartiers populaires, comme en octobre 2005 ou en novembre 2007, les médias, bien sûr, envoient en masse leurs caméras, leurs micros, leurs envoyés spéciaux au spectacle des voitures en flammes et des tirs de flashball. On a tout dit dans la presse, à la télévision, depuis presque 2 semaines sur les causes possibles d'une telle violence. Il y a des bandes organisées, des bandes criminelles. Il y a tout simplement des jeunes désœuvrés, sans éducation, culture, chômage, pauvreté, violence gratuite. Les raisons avancées par les journalistes pour expliquer ces révoltes ne remettent que rarement en cause les évidences méthodiquement fabriquées par eux d'une jeunesse sans repère et d'un communautarisme en voie de s'affranchir des lois de la République. Et alors, très vite, vient le moment du rappel à l'ordre. Donc vous êtes d'accord pour dire avec moi que la première mesure de raison, quand il y a des jeunes gens dans la rue et que c'est dangereux, c'est rentrer chez vous. Les chefferies éditoriales se vivent et se consacrent comme des élites. Et elles se vivent et se consacrent comme des élites qui sont distinctes du peuple et ont en charge son éducation. Et l'éducation du peuple, évidemment, c'est l'éducation à la paix sociale. C'est l'éducation au statu quo. C'est ce qui appelle violence, non pas la violence de l'injustice sociale, mais n'importe quel acte de révolte qui se traduise ou non par un bris de vitrine. Ce sont donc ces chefferies éditoriales des gardiens plus ou moins efficaces, plus ou moins convaincants, mais parfaitement visibles de l'ordre social existant. Est-ce que vous renouvelez ce soir votre appel à calmer le jeu partout dans tous les quartiers où il y a des incidents? Est-ce qu'on admet que à l'illégitimité de l'exploitation du mépris que l'on impose à ces gens peut correspondre la légitimité de la violence qui existe, qui doit exister, qui peut exister en tout cas dans la révolte. Tout est là. Il est une violence symbolique légitime pour M. Pujadas. Il est une violence physique collective illégitime pour M. Pujadas. La ligne de partage se fait selon des intérêts, excusez-moi de l'archaïsme du mot, des intérêts de classe. Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairoy. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère. Pour vous, la fin justifie les moyens. Attendez, mais la fin, on est à 28 jours de la fin, monsieur. On entend votre colère, mais est-ce que vous lancez un appel au calme ce soir? Je lance rien du tout. J'ai pas d'appel au calme à lancer. Les gens, ils sont en colère, et la colère, faut qu'elle s'exprime. Il y a un proverbe dernière manifestation qui dit qui sème la misère récolte la colère. C'est ce qu'ils ont aujourd'hui. Il y a plus de 1000 familles qui vont être... Ce 21 avril 2009, le présentateur du 20h de France 2 est tombé sur un os. Le délégué syndical de l'usine Continentale de Clairoy refuse de se soumettre à son appel au calme. Cette année-là, la violence de la crise a poussé des centaines de salariés licenciés à rompre avec les moyens habituels de protestation. Les médias stigmatisent aussitôt le danger de la révolte ouvrière et en fixent les limites. Est-il légitime ou scandaleux pour des ouvriers au bord du licenciement de séquestrer un patron ou des cadres dirigeants dans leur bureau, même sans violence, même en les libérant assez rapidement? Dès l'instant où ces gens sortent de leur rôle, qui est d'être dans un fond de panneaux de paysage, d'être des gens pittoresques, d'être des gens identifiables à des poncifs idéologiques, dès l'instant où ils sortent de là, alors ils deviennent dangereux. Parce qu'ils rompent avec le consensus mou de la démocratie molle, ils rompent la règle du jeu, ils brûlent des pneus, ils occupent des usines, ils séquestrent des patrons, ils sont hors le champ social. Et là, l'appareil idéologique montre ses dents et mord cruellement. Et ce qui est moquerie de classe devient, à certains égards, exclusion, voire haine de classe. Est-ce qu'on est en train de passer de la contestation sociale légitime à la violence, au lynchage, comme vous dites même, reprenant Sartre? Oui, je crois qu'il y a aujourd'hui, de la part de franges minoritaires, il y a un vrai risque de violence, un vrai risque de lynchage et qu'il ne faut pas laisser passer. Quelle que soit la douleur ouvrière, quelle que soit la misère sociale, quelle que soit l'horreur du chômage, il y a tellement de moyens de se faire entendre. Il y a tellement de moyens de se battre et de protester sans aller jusqu'au lynchage et sans aller jusqu'à l'attaque aux personnes, même si c'est les patrons. Bernard-Henri Lévy, merci, bonne journée.